Thomas s'éveilla à un grattement à la porte de sa cabane à 3h15 du matin. Un son qui n'aurait pas dû exister au milieu du pire blizzard que le Montana ait connu en 30 ans. Quand il ouvrit la porte, le vent hurlant à travers l'ouverture, il trouva un lynx roux effondré sur son seuil, avec 4 minuscules chatons blottis contre son corps gelé. Mais ce n'était pas n'importe quel lynx roux. Au travers la neige hurlante et l'obscurité, il reconnut le motif distinctif de cicatrice sur son épaule gauche, la tache blanche sur son oreille droite, les marques exactes qu'il avait mémorisées d'une photographie qu'il gardait dans le tiroir de son bureau, la photographie du lynx roux qu'il avait libéré d'un piège illégal 7 mois plus tôt, celui qui s'était enfui, saignant dans la forêt avant qu'il ne puisse soigner ses blessures, celui qu'il était certain d'avoir vu mourir à cause de son incapacité à l'aider correctement. Pourtant, la voici, ses yeux ambrés rencontrant les siens avec une expression de confiance désespérée qui brisa toutes les hypothèses qu'il avait sur les animaux sauvages, la mémoire et le pardon. Elle avait parcouru 9 miles à travers une tempête meurtrière, faisant 4 voyages séparés pour porter chacun de ses bébés au seul humain qui lui avait jamais montré de la gentillesse. Et maintenant, elle poussa ses chatons vers la chaleur de sa cabane avec le reste de ses forces avant de s'effondrer dans la neige. Chez Wild Heart Stories, nous partageons ces moments extraordinaires où les animaux démontrent une intelligence, une mémoire et une émotion qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur les créatures sauvages avec lesquelles nous partageons cette planète. Chaque histoire comme celle-ci nous rappelle que les liens entre les espèces sont plus profonds que nous ne l'avons jamais imaginé. Si vous croyez que ces liens méritent d'être vus et célébrés, veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement nous aide à continuer à apporter ces puissantes histoires vraies aux personnes qui comprennent que chaque animal a une âme digne d'être honorée. Et ensemble, nous construisons une communauté dédiée à reconnaître les cœurs extraordinaires qui battent dans les lieux sauvages de notre monde. 7 mois plus tôt, Thomas vérifiait ses lignes de piège dans la forêt nationale près de Glacier lorsqu'il entendit un son qui lui glaça le sang. Ce n'était pas le cri d'une proie prise dans l'un de ces pièges légaux et sans cruauté conçus pour capturer les animaux en toute sécurité pour son travail de surveillance de la faune. C'était le cri agonisant d'un animal pris dans quelque chose conçu pour mutiler, pour retenir par la douleur et la terreur jusqu'au retour du trappeur. Thomas était biologiste de la faune depuis 23 ans et il reconnaissait le son de la souffrance quand il l'entendait. Il la trouva dans un ravin à un demi-mille du sentier principal. Sa patte avant gauche était serrée dans les mâchoires d'acier d'un piège illégal à pattes, le genre qui était interdit dans le Montana depuis plus d'une décennie. Le lynx roux était jeune, probablement seulement 2 ans. Son corps élancé et puissant malgré le traumatisme de sa capture. Elle était clairement là depuis des heures, peut-être plus longtemps, luttant contre le piège jusqu'à ce que sa patte soit mutilée et saignante. Lorsque Thomas s'approcha, elle ne siffla pas et ne cracha pas comme la plupart des animaux piégés. Au lieu de cela, elle resta complètement immobile, ses yeux ambrés fixés sur son visage avec une intensité qui semblait presque humaine dans son évaluation. Thomas avait libéré des dizaines d'animaux piégés au cours de sa carrière. Mais il n'avait jamais oublié la façon dont ce lynx roux le regardait pendant qu'il travaillait. Il lui parla d'une voix basse et calme, expliquant ce qu'il faisait, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas comprendre ses mots. Mais peut-être a-t-elle compris son intention, la douceur de ses mouvements, alors qu'il utilisait son outil de libération de pièges pour ouvrir délicatement les mâchoires d'acier. Au moment où sa patte fut libre, elle bondit non pas sur Thomas, mais loin de lui, désespérée de s'échapper. Même si le sang coulait de sa patte blessée, il avait essayé de la suivre, trousse médicale à la main, lui criant qu'il voulait seulement l'aider. Mais un animal sauvage blessé fonctionne par instinct, non par logique, et elle disparut dans le sous-bois dense de la forêt avant qu'il ne puisse s'approcher suffisamment pour soigner ses blessures. Thomas la chercha pendant 3 heures, suivant la trace de sang jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le lit rocheux d'un ruisseau où le pistage devenait impossible.
Il signala le piège illégal aux autorités et passa les 2 semaines suivantes à parcourir cette zone tous les jours, espérant la trouver, espérant qu'elle avait survécu. Il n'y parvint jamais. Cette photographie sur son bureau était la seule image qu'il avait réussi à capturer. Un seul cliché pris avec son téléphone pendant qu'il travaillait à la libérer. Sur la photo, ses yeux fixaient directement l'appareil et Thomas jura qu'il pouvait y voir de l'intelligence, de la conscience, de la compréhension. Pendant des mois après, il regarda cette photo et se demanda, avait-elle survécu à l'infection qui s'était sûrement installée dans ses blessures? Avait-elle trouvé un abri? Lui avait-elle pardonné de ne pas avoir été plus rapide, plus doux, meilleur pour la sauver? La culpabilité était devenue une compagne constante. Thomas se demandait s'il avait fait plus de mal que de bien, si son intervention l'avait traumatisé au-delà de toute récupération, si une mort plus propre dans le piège n'aurait pas été plus miséricordieuse que toute la lente souffrance qui l'attendait dans la forêt, avec une patte infectée, peut-être inutilisable. Sa femme était décédée 4 ans plus tôt, et il n'avait pas d'enfant. Son travail avec la faune était son but, sa rédemption, la chose qui donnait un sens à sa vie solitaire. L'idée qu'il ait pu échouer avec cet animal, cette belle créature qu'il avait regardée avec une telle intensité, le rongeait d'une manière qu'il ne pouvait même pas s'articuler à lui-même. Maintenant, c'était la mi-février et le service météorologique avait averti de cette tempête depuis 3 jours. Un front arctique massif entrant en collision avec l'humidité du Pacifique créait ce que les météorologues appelaient un blizzard unique en une génération. Thomas avait bien préparé sa cabane, stockant de la nourriture et du bois de chauffage, sécurisant son équipement, prêt à affronter tout ce que la nature lui réservait. Il vivait seul dans cette cabane isolée depuis 8 ans, et l'isolement ne l'effrayait pas. La tempête devait durer 3 jours, peut-être 4, avec des ressentis thermiques descendant à 50 degrés sous zéro et des accumulations de neige mesurées en pieds, pas en pouces. Ce que Thomas ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est qu'à 9 miles de là, dans une tanière sous un pin tombé, le lynx roux qu'il avait libéré 7 mois plus tôt faisait face à sa propre crise. Elle avait survécu à sa patte blessée, bien qu'il ait fallu des semaines de guérison attentive et de repos forcé dans une grotte peu profonde. La patte avait guéri de travers, la laissant avec une légère boiterie qui rendait la chasse plus difficile, mais pas impossible. Elle s'était adaptée, avait appris à compenser, et à l'automne, elle avait retrouvé toute sa force et son habileté. En décembre, elle s'était accouplée, et 6 semaines plus tôt, elle avait donné naissance à 4 chatons dans la tanière qu'elle avait soigneusement préparée. La tanière était parfaite pour les nouveau-nés, profonde et protégée, tapissée de mousse douce et de fourrure qu'elle avait perdue pendant sa grossesse. Ces chatons prospéraient, leurs yeux nouvellement ouverts, leur minuscule corps devenant plus fort chaque jour alors qu'ils tétaient, jouaient et commençaient à explorer leur petit monde. C'était une bonne mère, attentive et protectrice, les éduquant par l'exemple même à leur jeune âge. Mais la tempête que les météorologues suivaient depuis des jours arriva avec une violence qui dépassa toutes les prévisions. Le vent vint en premier, hurlant à travers la forêt avec une telle force que les arbres anciens se plièrent et se fissurèrent. Puis vint la neige, non pas tombante, mais portée horizontalement, si épaisse qu'il devenait impossible de voir à plus de quelques pieds dans n'importe quelle direction. La température chuta, baissant de 20 degrés en moins d'1 heure, et le vent glacial donnait l'impression que l'air lui-même était une arme. La mer lynx roux avait déjà traversé des tempêtes. Elle s'était blottie dans sa tanière avec ses chatons pressés contre son corps, partageant la chaleur, attendant que le temps passe. Mais cette tempête était différente. Cette tempête essayait de tuer tout sur son passage. Vers minuit, elle sentit la tanière bouger. Le poids de la neige accumulée était trop lourd pour le pain à moitié pourri qui formait le toit de la tanière. Elle entendit le craquement du bois qui se fendait, sentit la ruée soudaine de l'air glacial, alors que l'entrée s'effondrait partiellement,
Puis toute la structure commença à céder. Elle n'eut que quelques secondes pour réagir. La mère lynx roux saisit le chaton le plus proche par la peau du cou et bondit vers l'entrée compromise, se frayant un chemin juste au moment où la tanière s'effondrait complètement derrière elle. Elle émergea dans un monde de chaos blanc. Un vent si fort qu'il la renversa presque sur le côté. Une neige si épaisse qu'elle pouvait à peine respirer. Derrière elle, enfouie sous la neige et le bois brisé, elle pouvait entendre les cris étouffés de ses trois autres chatons. La mère lynx roux déposa le chaton qu'elle avait sauvé, plaça une patte fermement sur son minuscule corps pour le maintenir ancré contre le vent et commença à creuser frénétiquement la tanière effondrée. Ses pattes, si précises et mortelles à la chasse, devinrent des outils d'excavation désespérés. Elle creusa jusqu'à ce que ses pattes saignent, jusqu'à ce qu'elle atteigne le premier chaton, puis le deuxième, puis le troisième. Elle les tira chacun, les vérifiant par de rapides et efficaces frottements pour s'assurer qu'ils respiraient, qu'ils étaient vivants, qu'ils n'étaient pas blessés. Les 4 chatons avaient survécu à l'effondrement, mais ils étaient maintenant exposés à une tempête qui les tuerait en moins d'1 heure. La mère lynx roux regarda autour d'elle, cherchant des options dans ces conditions de voile blanc. Chaque instinct lui criait de trouver immédiatement un abri. Mais où? Chaque creux d'arbre serait rempli de neige, chaque fissure de rocher bloquée, chaque site de tanière potentiel déjà revendiqué par des animaux qui s'étaient mieux préparés qu'elle. Ces chatons pleuraient, leur minuscule voix à peine audible au-dessus du vent, leur corps tremblant déjà de froid malgré leur épaisse fourrure de chaton. Elle les sentait mourir dans la tempête, sentait leur chaleur corporelle s'échapper dans l'air meurtrier, et une panique maternelle inonda son système. Puis, à travers le chaos du vent, de la neige et de la terreur, un souvenir refit surface. Un souvenir d'yeux ambrés, rencontrant des yeux humains, de mains douces travaillant le métal, d'une voix parlant sur des tons qui signifiaient la sécurité même quand tout le reste signifiait la douleur. Un souvenir de l'humain qui l'avait libéré du piège, celui qui avait essayé d'aider même quand elle était trop effrayée pour accepter cette aide. Elle se souvint de la direction dans laquelle elle avait couru ce jour-là, se souvint des repères même si des mois s'étaient écoulés, se souvint de l'emplacement général de cette rencontre, et qu'elle se souvint de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle avait découvert dans les semaines suivant sa blessure, quand elle était encore faible et que la chasse était difficile. Elle avait vu la tanière de l'humain, une structure de bois et de pierre qui rayonnait de chaleur même à distance. Elle avait observé depuis sa cachette la fumée monter de son toit, la lumière briller de ses fenêtres, l'humain entrer et sortir en transportant des provisions. Elle ne s'était jamais approchée, n'avait jamais essayé d'établir un contact, mais elle avait archivé l'information dans sa mémoire, comme tous les animaux sauvages cataloguent leur territoire. La décision que prit la mère lynx roux à ce moment défiait chaque instinct que l'évolution lui avait donné. S'approcher d'une tanière humaine avec ses chatons sans défense était insensé. Faire confiance à une créature qui tuait sa propre espèce pour sa fourrure et le sport était au-delà du risqué. Parcourir 9 miles à travers un blizzard meurtrier avec 4 nouveau-nés était logistiquement impossible. Mais l'alternative était de voir ses bébés mourir de froid dans l'heure suivante, et cela n'était pas acceptable. Alors elle fit un choix qu'aucun animal sauvage n'aurait dû être capable de faire. Elle choisit de faire confiance. Elle ne pouvait pas apporter les 4 chatons à la fois. Sa gueule pouvait en tenir un, peut-être 2, si elle risquait de les faire tomber. Alors elle développa une stratégie née de la pure désespoir. Elle emmènerait un chaton à la tanière humaine, puis reviendrait pour le suivant, puis le suivant, puis le suivant. 4 voyages à travers 9 miles de tempête mortelle, 36 miles au total, avec 3 voyages supplémentaires pour revenir à son point de départ. C'était impossible, mais elle le ferait quand même. La mère lynx roux ramassa le plus petit chaton, celui qui semblait s'affaiblir le plus rapidement, et commença à marcher.
Elle n'avait ni boussole, ni balise, rien d'autre que la mémoire et l'instinct pour la guider à travers ces conditions de voile blanc. Mais les lynx roux sont des navigateurs hors pair, capables de maintenir des cartes mentales de territoire s'étendant sur 50 miles carrés ou plus. Même dans la tempête, même dans des conditions qui auraient désorienté la plupart des animaux, elle savait où elle allait. Le voyage fut une agonie. Chaque pas luttait contre un vent qui essayait de la renverser sur le côté. La neige s'accumulait si vite. Ses pattes s'enfonçaient profondément à chaque mouvement, la forçant à bondir plutôt que de marcher, épuisant ses réserves d'énergie. Le chaton dans sa gueule était un poids minuscule et fragile, et elle devait garder la tête haute pour l'empêcher de traîner dans la neige. Sa patte blessée, celle qui avait été prise dans le piège, commença à hurler de douleur à cause de la démarche anormale requise par la neige profonde, mais elle ne pouvait pas se permettre de ralentir. Elle marcha ce qui lui sembla une éternité, mais qui fut probablement 90 minutes, peut-être 2 heures. Finalement, à travers la neige, elle aperçut une faible lueur. La tanière humaine, de la lumière aux fenêtres, de la fumée de la cheminée emportée par le vent. Elle y était arrivée. Elle s'approcha de la porte, luttant à travers la neige qui s'était accumulée contre l'entrée, et déposa délicatement le chaton. Puis elle retourna dans la forêt par le chemin qu'elle avait pris pour récupérer le suivant. Le deuxième voyage fut plus difficile que le premier. Elle était déjà épuisée, poussant déjà son corps au-delà de ses limites. Mais 3 chatons attendaient toujours à l'endroit exact où elle les avait laissés, blottis ensemble dans une petite dépression qu'elle avait creusée pour offrir une protection minimale contre le vent. Elle ramassa un autre chaton et recommença le voyage, 9 miles à travers la tempête, puis le retour, puis encore avec le 3e chaton, puis le retour une dernière fois. Au 4e voyage, la mère lynx roux fonctionnait sur quelque chose au-delà de la force physique. Ses pattes étaient déchirées et saignantes. Ses poumons brûlaient d'avoir respiré de l'air glacial pendant des heures. Ses muscles hurlaient de protestation à chaque mouvement. Mais elle avait un chaton de plus à sauver, un voyage de plus à accomplir, et ensuite ses bébés seraient en sécurité. Elle ramassa le dernier chaton, le plus gros, celui qui avait pleuré le plus fort, et commença à marcher vers la tanière humaine pour la 4e et dernière fois. L'aube était peut-être à 2 heures lorsqu'elle atteignit enfin la cabane à nouveau. Ses 4 chatons étaient blottis contre la porte où elle les avait laissés, cherchant la protection minimale que l'entrée couverte leur offrait. Ils étaient vivants, mais à peine. Elle pouvait les voir trembler, entendre leurs faibles cris, sentir qu'ils ne survivraient pas beaucoup plus longtemps, même avec le maigre abri du porche couvert. Elle avait besoin que l'humain l'aide. Elle avait besoin qu'il ouvre la porte pour offrir la chaleur et la sécurité qui existaient juste au-delà de cette barrière de bois. Alors, elle fit la seule chose à laquelle elle put penser. Elle gratta à la porte. Le son était faible au début, ses forces presque épuisées. Mais elle gratta de nouveau, plus fort, plus insistante. Elle entendit des mouvements à l'intérieur, des pas lourds approcher. Et puis la porte s'ouvrit et une lumière chaude se répandit dans la tempête. L'humain se tenait là, les yeux s'écarquillant sous le choc alors qu'il la regardait, elle et ses 4 chatons. Et à ce moment-là, alors que leurs yeux se rencontraient au-delà du seuil entre le sauvage et le domestique, le prédateur et le protecteur, le passé et le présent, la mère lynx roux sut qu'elle avait fait le bon choix. Le visage de l'humain ne montrait pas de danger, mais de la reconnaissance. Pas de menace, mais de l'émerveillement. Il la connaissait. Il se souvenait. Avec le reste de ses forces, la mère lynx roux poussa ses chatons vers la porte ouverte, vers la chaleur, la sécurité et la survie. Puis, mission accomplie, tous les devoirs maternels remplis, elle s'autorisa à s'effondrer dans la neige. Elle avait parcouru 36 miles à travers la pire tempête d'une génération. Elle avait sauvé chacun de ses bébés. Elle avait fait confiance à l'humain qui l'avait autrefois libérée. Et maintenant,
Alors que la conscience commençait à s'estomper et que l'épuisement s'emparait de son corps, elle s'abandonna à la certitude que ses chatons étaient en sécurité. Tout ce qui se passerait ensuite était entre les mains de l'humain doux, aux yeux bienveillants, celui qu'elle avait choisi de croire de tout son être. Thomas resta figé pendant exactement 3 secondes, son esprit luttant pour traiter ce que ses yeux lui montraient. Puis l'entraînement et l'instinct priront le dessus. Il ramassa d'abord les 4 chatons, les serrant contre sa poitrine, où la chaleur de son corps pouvait commencer à les réchauffer immédiatement, et les porta à l'intérieur, près du foyer, où son feu brûlait de manière constante et forte. Il les déposa sur l'épaisse couverture de laine qu'il gardait près de la cheminée, assez près pour la chaleur, mais pas trop près pour qu'il ne se brûle, et saisit les fournitures d'urgence qu'il gardait pour ce genre de crise de la faune. Ce n'est qu'alors qu'il retourna à la porte où la mère Lynx Roux gisait immobile dans la neige. Thomas s'approcha d'elle avec précaution, parlant de la même voix basse et calme qu'il avait utilisée 7 mois plus tôt près du piège. Elle était consciente à peine, ses yeux ambrés suivant ses mouvements, alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. Il pouvait voir la reconnaissance dans ses yeux, pouvait voir qu'elle comprenait qu'il ne lui voulait aucun mal. Mais il pouvait aussi voir l'épuisement qui avait poussé son corps au-delà de ses limites naturelles. Ses pattes étaient déchirées et saignantes. Sa fourrure était emmêlée de glace et de neige, et sa respiration était superficielle et laborieuse. Thomas glissa ses bras sous son corps, s'attendant à de la résistance, s'attendant à la frappe défensive que tout prédateur sauvage délivrerait instinctivement en étant manipulé par un humain. Mais le lynx roux resta mou dans ses bras, trop épuisé pour se battre même si elle le voulait, faisant preuve d'une confiance qui lui arracha des larmes alors qu'il la portait à l'intérieur et la déposait délicatement sur une autre couverture près de ses chatons. Au moment où son corps toucha la laine chaude, au moment où elle vit ses bébés à proximité et en sécurité, quelque chose en elle se détendit, ses yeux se fermèrent, sa respiration se stabilisa, et elle s'abandonna au sommeil avec la plénitude de quelqu'un qui avait enfin accompli une tâche impossible. Thomas travailla toute la nuit avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer les urgences de la faune. Il examina minutieusement chaque chaton, recherchant des signes de géluresse, d'hypothermie ou de blessures dues à l'effondrement de la tanière. Miraculeusement, ils étaient tous intacts, juste froids, affamés et effrayés. Il estima leur âge à environ 6 semaines, assez âgés pour avoir les yeux ouverts et les dents en train de pousser, mais assez jeunes pour être encore complètement dépendants de leur mère pour la nourriture, la chaleur et la sécurité. Il tourna son attention vers la mère lynx roux, examinant ses blessures pendant qu'elle dormait. Ses pattes étaient pires qu'il ne l'avait d'abord pensé, les coussinets déchirés et saignants à cause des heures de marche sur la glace et la neige. La patte avant gauche, celle qui avait été prise dans le piège des mois auparavant, montrait des signes d'anciens dommages qui avaient mal guéri, la laissant avec des limitations permanentes. Mais elle s'était adaptée, avait appris à chasser et à survivre malgré le handicap, avait même réussi à élever une portée jusqu'à ce stade précoce critique de développement. Thomas ressentit une vague de respect si profonde qu'elle frisait l'admiration. Cet animal avait surmonté une blessure, avait survécu seul à un hiver brutal, avait donné naissance et protégé ses petits, et lorsque la catastrophe frappa, elle avait fait un choix qui défiait chaque instinct naturel en faveur d'une confiance calculée désespérée. Il nettoya et traita ses pattes avec un antiseptique, appliqua une pommade antibiotique pour prévenir l'infection et enveloppa les pires blessures dans de la gaze douce qu'elle mâcherait probablement au moment de son réveil, mais qui fournirait au moins une protection initiale. Il vérifia sa température corporelle, son rythme cardiaque, ses schémas respiratoires. Elle était hypothermique, mais pas de manière critique, épuisée, mais pas mourante. Avec du repos, de la chaleur et de la nourriture, elle se rétablirait. La question était, que se passerait-il lorsqu'elle se réveillerait pleinement alerte dans une habitation humaine avec ses chatons vulnérables à proximité?
La confiance qu'elle avait montrée dans son moment de besoin désespéré se traduirait-elle par une acceptation continue de sa présence? Ou l'instinct maternel l'emporterait-il sur la mémoire et la gratitude? Thomas installa un espace pour la famille de Lynxrou dans le coin de sa pièce principale, le plus éloigné de la porte, mais toujours en vue de la cheminée. Il utilisa des bottes de foin et du contreplaqué pour créer un enclos à 3 côtés qui leur offrirait intimité et sécurité, tout en lui permettant de les surveiller sans s'approcher trop. Il tapissa le sol d'épaisses couvertures et plaça un plat d'eau peu profond juste à l'entrée. Pour la nourriture, il décongela une partie du gibier qu'il avait dans son congélateur, le coupant en petits morceaux que la mère pouvait facilement manger et que les chatons pourraient peut-être gérer en passant progressivement à la nourriture solide. La tempête fit rage dehors pendant 2 jours de plus, le vent martelant les murs de la cabane, la neige s'accumulant contre les fenêtres en congère qui atteignaient la moitié du verre. À l'intérieur, Thomas maintenait sa veille, vérifiant la famille de Lynxrou toutes les quelques heures, mais leur donnant autrement de l'espace. La mère se réveilla plusieurs fois pendant la première journée, toujours alerte et l'observant, mais elle ne montra pas d'agressivité. Au lieu de cela, elle semblait l'évaluer, jugeant si la décision qu'elle avait prise dans la tempête restait le bon choix maintenant que la crise immédiate était passée. Les chatons, plus audacieux que leur mère et dépourvus de sa méfiance apprise envers les humains, commencèrent à explorer leur enclos presque immédiatement. Ils se bousculaient, sautaient sur la queue frétillante de leur mère et faisaient de minuscules miaulements qui semblaient absurdement forts, venant de si petites créatures. Thomas les observait de loin, fasciné par leur personnalité déjà émergente. Le plus grand chaton, celui avec des marques légèrement plus foncées, était clairement le plus dominant, toujours le premier à téter, toujours à revendiquer l'endroit le plus chaud contre le ventre de sa mère. Le plus petit, plus clair de couleur avec des traits plus délicats, était le plus curieux, essayant constamment de sortir de l'enclos pour explorer le monde étrange au-delà. Le 2e jour de convalescence, quelque chose de remarquable se produisit. La mère Lynxrou se leva, s'étira soigneusement pour éviter de solliciter ses pattes blessées et marcha directement vers l'endroit où Thomas était assis près du feu. Elle s'arrêta à 1,5 mètres, s'assit et le regarda. Juste regarda. Ses yeux ambrés tinrent les siens pendant un long moment, et Thomas ressentit cette même sensation électrique de connexion qu'il avait éprouvée près du piège des mois auparavant. Ce n'était pas un simple animal réagissant à des stimuli. C'était un être intelligent faisant un choix conscient de communiquer, de reconnaître, d'établir les termes de leur cohabitation temporaire. Thomas lui parla doucement, lui disant qu'elle était en sécurité, que ses chatons étaient en sécurité, qu'il les aiderait jusqu'à ce que la tempête passe et qu'elle soit assez forte pour retourner à la vie sauvage. Il n'avait aucune idée si elle comprenait ses mots, mais il croyait qu'elle comprenait son intention, son ton, le véritable soin derrière ses actions. Après plusieurs minutes, le Lynxrou se leva, retourna vers ses chatons et s'allongea pour les laisser téter. Mais quelque chose avait changé. Un accord avait été conclu. Elle accepterait son aide, tolérerait sa présence en échange de la sécurité et des ressources qu'il fournissait. Ce n'était pas de la domestication. C'était une négociation entre 2 espèces intelligentes trouvant un terrain d'entente temporaire. La tempête se calma finalement le 3e jour, laissant derrière elle un monde transformé par la neige. Les congères atteignaient 2,4 mètres à certains endroits, et la température restait brutalement froide même après que le vent se soit calmé. Thomas savait que la famille de Lynxrou ne pouvait pas encore partir, même si la mère le voulait. Les chatons étaient trop petits pour naviguer dans la neige profonde, trop jeunes pour réguler leur température corporelle par grand froid, trop vulnérables aux prédateurs qui seraient désespérément affamés après avoir été piégés par la tempête pendant des jours. Et la mère, malgré sa force remarquable, avait besoin de plus de temps pour guérir,
de plus de nourriture pour reconstituer ses réserves d'énergie épuisées, de plus de repos avant de pouvoir reprendre le travail exigeant de la monoparentalité dans la nature. Alors ils restèrent. Les jours se transformèrent en une semaine, puis en 2 semaines. La routine qui se développa entre Thomas et la famille de Lynx Rue était différente de tout ce qu'il avait vécu dans sa carrière d'étude de la faune. Chaque matin, il préparait de la nourriture pour la mère, toujours de la viande de gibier ou de chevreuil de ses réserves, et la plaçait juste à l'entrée de l'enclos. Elle attendait qu'il recule, maintenant sa méfiance sauvage malgré son acceptation de son aide, avant de manger. Les chatons, quant à eux, devenaient plus audacieux chaque jour, s'aventurant hors de l'enclos pour explorer la cabane sous l'œil vigilant de leur mère. Thomas documentait tout dans son journal de terrain, sachant que cette situation était sans précédent et ne se reproduirait peut-être jamais. Il écrivit comment la mère Lynx Rue le suivait parfois du regard alors qu'il se déplaçait dans la cabane, mais ne montrait jamais d'agressivité. Il nota comment elle enseignait à ses chatons par l'exemple, leur montrant comment aiguiser leurs griffes sur le poteau à griffer qu'il avait improvisé à partir d'une bûche, leur montrant comment bondir et chasser à l'aide d'une corde qu'il traînait sur le sol. Il observa qu'elle était scrupuleusement propre, utilisant le bac à litière qu'il avait installé, comme si elle en avait toujours compris le but, enseignant à ses chatons à faire de même. Mais ce qui frappa le plus profondément Thomas, ce furent les moments de ce qu'il ne pouvait décrire que comme une communication intentionnelle. Parfois, la mère Lynx Rue lui apportait l'un de ses chatons, le portant par la peau du cou et le déposant près de ses pieds avant de reculer et de l'observer. Thomas interpréta cela comme une demande de sa part de vérifier le chaton pour s'assurer qu'il était en bonne santé et se développait correctement. Il examinait la petite créature délicatement, regardant dans ses oreilles, vérifiant ses dents, palpant son ventre pour tout signe de problème digestif, puis la ramenait à l'enclos. La mère reprenait le chaton, le toilettait minutieusement comme pour enlever son odeur, puis parfois revenait avec un autre pour la même inspection. Les chatons grandirent rapidement grâce à leur régime de lait maternel complété de plus en plus par de la viande solide. Au moment où ils eurent 8 semaines, ils avaient plus que doublé de taille, leurs pattes devenant longues et dégingandées, leurs pattes semblant trop grandes pour leur corps, leur confiance s'étendant de manière exponentielle. Ils commencèrent à se bagarrer avec une réelle intensité, apprenant les compétences de combat dont ils auraient besoin en tant que prédateurs adultes, testant les limites et établissant des dynamiques sociales qui leur seraient utiles lorsqu'ils retourneraient éventuellement à la vie sauvage. Thomas remarqua que la mère Lynx Rue ne relâchait jamais complètement sa vigilance. Même lorsqu'elle dormait, ses oreilles restaient mobiles, traquant chaque son dans la cabane. Même lorsqu'elle acceptait de la nourriture de sa part, elle ne le laissait jamais s'approcher à moins d'1 mètre sans se crisper. Elle tolérait cette situation, coopérant avec lui pour la survie de ses chatons, mais elle n'avait pas oublié ce qu'elle était ou ce qu'il était. La frontière fondamentale entre le sauvage et le domestique restait intacte, et Thomas respectait cette frontière absolument. Alors que février laissait place à mars, la neige commença à reculer lentement. Les températures se modérèrent. Les jours s'allongèrent progressivement et les forêts commencèrent à montrer des signes de vie à nouveau. Thomas savait que le moment approchait où il devrait aider cette famille à retourner dans son habitat naturel. Mais il savait aussi que cela ne pouvait pas se faire brusquement. Les chatons devaient apprendre des compétences de survie, devaient devenir plus forts, devaient avoir le temps de développer les capacités de chasse et de navigation qui les maintiendraient en vie sans intervention humaine. Il commença à emmener la famille de Lynx Rue dehors pendant de courtes périodes. Au début, juste sur le porche couvert, puis dans la zone immédiate autour de la cabane. La mère Lynx Rue semblait comprendre ce qu'il faisait, semblait apprécier qu'il n'essayait pas de les garder captifs, mais plutôt de les préparer à leur éventuel retour à l'indépendance. Elle menait ses chatons à l'exploration de la cour enneigée,
leur montrant comment se déplacer silencieusement, comment tester le vent pour les odeurs, comment identifier les traces et les signes laissés par d'autres animaux. Thomas observait ces séances en plein air depuis son porche, maintenant une distance mais restant présent au cas où la famille aurait besoin de se retirer rapidement en sécurité. Il vit la mère enseigner à ses chatons à grimper aux arbres près de sa cabane, démontrant la technique, puis observant chaque jeune tenter de suivre son exemple. Il l'observa leur apporter de petites proies, des souris et des campagnols qu'elle attrapait dans la neige fondante, et leur montrer comment maîtriser et consommer leur proie efficacement. Les chatons étaient des élèves naturels, leurs instincts s'éveillant à mesure que leur corps mûrissait. À 10 semaines, ils pouvaient grimper presque aussi bien que leur mère, pouvaient bondir avec une précision raisonnable, pouvaient rester immobiles et silencieux lorsqu'elles signalaient un danger. Ils devenaient ce qu'ils étaient destinés à être, des prédateurs sauvages avec les compétences nécessaires pour survivre dans un environnement impitoyable. Et Thomas ressentait un sentiment croissant à la fois de fierté et de mélancolie en observant leur transformation. Il avait eu l'honneur d'être aux premières loges de quelque chose d'extraordinaire. Un aperçu de la vie privée d'une des prédatrices les plus insaisissables d'Amérique du Nord. Mais il savait que ce privilège avait une date d'expiration. Un soir de mi-mars, Thomas était assis sur son porche, regardant le coucher de soleil, lorsque la mère lynx roux s'approcha de lui, plus près qu'elle ne l'avait jamais fait volontairement. Elle s'assit à seulement 60 centimètres, assez près pour qu'il puisse voir le motif complexe de ses marques, assez près pour tendre la main et la toucher, s'il avait été assez fou pour essayer. Ils restèrent assis ensemble en silence alors que le ciel virait à l'orange et au rose, que les sons de la forêt passaient du jour à la nuit, que la température baissait et que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus. Thomas ne parla pas, ne bougea pas, respirait à peine. Ce moment semblait sacré d'une manière ou d'une autre, important d'une manière qu'il ne pouvait articuler. Après peut-être 10 minutes, le lynx roux se leva, retourna vers ses chatons qui jouaient, et s'allongea pour les laisser téter une dernière fois avant de dormir. Thomas comprit ce qu'avait été ce moment. C'était une reconnaissance. C'était de la gratitude exprimée de la seule manière qu'un animal sauvage pouvait l'exprimer, par la proximité et la confiance et la coexistence pacifique. C'était sa manière de dire qu'elle se souvenait de ce qu'il avait fait près du piège, qu'elle comprenait ce qu'il faisait maintenant, qu'elle le reconnaissait comme autre chose qu'une menace ou une proie. Elle le voyait comme un allié, peut-être même un ami, malgré les différences fondamentales entre leurs espèces. Alors que mars progressait vers avril, que la neige continuait son recul et que la forêt reprenait lentement vie, Thomas commença à se préparer pour l'inévitable au revoir. Il savait qu'il ne pouvait pas garder cette famille indéfiniment. Il savait que les chatons devaient apprendre à être vraiment sauvages pour que ces leçons s'enracinent profondément. La mère était complètement rétablie maintenant. Ses pattes guéries, sa force revenue, son poids corporel à des niveaux sains. Les chatons avaient presque 3 mois, assez grands et assez habiles pour commencer à apprendre de vraies techniques de chasse, prêts à commencer le voyage vers l'indépendance qui culminerait avec leur départ complet de leur mère vers 8 à 10 mois. Mais Thomas savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement les relâcher sur le site de la tanière effondrée à 9 miles de là. Cet endroit s'était avéré vulnérable, et la famille méritait une meilleure chance que cela. Il commença donc à prospecter sa propriété et la forêt environnante, à la recherche de sites de tanières potentiels offrant la protection et les ressources dont une famille de lynx roux aurait besoin. Il trouva plusieurs possibilités dans des formations rocheuses sur le bord est de ces terres, des grottes naturelles profondes, sèches et défensibles. Situé près de zones propices à la chasse et à l'accès à l'eau, il commença à laisser de la nourriture près de ces sites, créant des associations positives, laissant la mère lynx roux les explorer et les évaluer selon ses propres termes lors de leurs excursions quotidiennes à l'extérieur. Un des sites de tanière en particulier sembla attirer son attention.
C'était un espace entre deux gros rochers qui créait une chambre protégée d'environ 2,4 mètres de profondeur, avec plusieurs entrées et sorties pour la sécurité, assez élevées pour éviter les inondations, et située dans une forêt dense qui fournirait une excellente couverture pour la chasse et l'apprentissage des chatons à naviguer sur des terrains complexes. Thomas la regarda l'inspecter minutieusement, la regarda amener ses chatons pour l'explorer, la regarda commencer à apporter de petites améliorations à l'entrée, déblayant les débris, arrangeant les matériaux en quelque chose ressemblant à un nid. La mère lynx-roux prenait sa décision. Elle choisissait sa nouvelle tanière, sélectionnant l'endroit où elle achèverait la tâche d'élever ses chatons, de bébés impuissants à prédateurs compétents. Et elle faisait ce choix sur une terre que Thomas protégeait, dans un endroit où il pourrait veiller sur eux à distance, où ils auraient à la fois la sauvagerie dont ils avaient besoin et le filet de sécurité de sa présence proche. C'était le compromis parfait entre indépendance et sécurité, entre le retour à la nature et le maintien du lien inhabituel qui s'était formé entre cette famille de lynx-roux et l'humain qui avait été 2 fois présent à des moments critiques de leur survie. Le printemps arriva dans le Montana comme toujours, lentement et obstinément, combattant l'hiver pour chaque degré de chaleur, chaque centimètre de sol exposé, chaque jour de soleil grandissant. Début avril, la neige s'était retirée dans les poches ombragées et les hautes altitudes, et la forêt s'éveillait avec l'urgence d'une vie qui avait été supprimée pendant des mois. Les ruisseaux coulaient à plein débit avec la fonte des neiges. Les premières fleurs poussaient à travers les plaques de neige restantes, et l'air se remplissait des sons des oiseaux revenant de leur migration hivernale. C'était un temps de renouveau, de nouveaux départs, et Thomas savait qu'il était temps pour la famille de lynx-roux de retourner pleinement au monde sauvage auquel elle appartenait. La mère lynx-roux passait de plus en plus de temps sur le site de la tanière que Thomas l'avait aidé à découvrir, amenant ses chatons pour des visites prolongées, leur apprenant à naviguer sur le terrain rocheux et le sous-bois dense entourant leur nouvelle maison. Les chatons avaient maintenant 4 mois. Ce n'étaient plus les petites créatures impuissantes qui étaient arrivées gelées sur son seuil, mais plutôt de jeunes prédateurs compacts et musclés avec des dents acérées, des griffes encore plus acérées et des instincts qui devenaient plus forts chaque jour. Ils pouvaient grimper avec une agilité impressionnante, pouvaient rester immobiles pendant des périodes remarquables lorsqu'ils traquaient une proie, et avaient commencé à montrer les styles de chasse individuels qui les définiraient en tant qu'adultes. Thomas avait progressivement réduit la quantité de nourriture qu'il fournissait, forçant la mère lynx-roux à chasser plus activement, l'encourageant à apprendre à ses chatons comment identifier, traquer et capturer une proie. Il observait à distance comment elle démontrait la technique, leur montrant comment lire les mouvements subtils de l'herbe qui indiquaient une souris en dessous, comment s'approcher face au vent pour que leur odeur n'alerte pas la proie, comment chronométrer le bond final pour un succès maximal. Les chatons étaient des élèves attentifs, leur jeu de combat prenant des airs plus sérieux à mesure qu'ils pratiquaient les compétences de combat dont ils auraient besoin à la fois pour la chasse et pour défendre leur territoire. Un après-midi de fin avril, Thomas réparait une section de clôture près du site de la tanière lorsqu'il observa quelque chose qui fit gonfler son cœur d'une fierté douce amère. Le chaton du milieu, celui qui avait toujours été le plus agressif pendant le jeu, avait réussi sa première chasse en solitaire. Un jeune lapin, pas encore pleinement grandi, avait eu l'erreur de se figer dans les hautes herbes au lieu de courir. Et le chaton avait exécuté un traquage et un bond presque parfait qui aurait rendu sa mère fière. Le jeune lynx-roux tint sa proie maladroitement au début, ne sachant pas exactement quoi faire de ce succès, mais l'instinct maternel guida la mère vers sa progéniture. Elle ne lui enleva pas la proie. Au lieu de cela, elle supervisa le chaton alors qu'il apprenait à maîtriser sa proie rapidement et commençait le processus de consommation. C'était une étape importante, une sorte de remise de diplôme, la preuve que ces jeunes développaient les compétences dont ils auraient besoin pour survivre seuls. Thomas comprit ce dont il était témoin.
C'était le début de la fin de son temps avec cette famille extraordinaire. Les chatons apprenaient à être autonomes, ce qui signifiait que la mère pouvait commencer à les préparer à une éventuelle dispersion. Dans la nature, les jeunes lynx roux restent généralement avec leur mère pendant 8 à 11 mois, apprenant des techniques de chasse avancées et un comportement territorial avant de partir établir leur propre territoire. Thomas avait peut-être encore 4 mois avec cette famille avant qu'il ne commence naturellement à se séparer, mais il sentait déjà la distance grandir. La mère lynx roux ne venait plus à la cabane, sauf pour des visites occasionnelles qui ressemblaient plus à des contrôles qu'à de la dépendance. Elle avait entièrement déplacé sa famille vers le site de la tanière, avait établi un territoire de chasse qui couvrait plusieurs miles carrés de la forêt entourant la propriété de Thomas, et passait ses nuits à enseigner à ses chatons les compétences nocturnes qui étaient leur droit de naissance en tant que prédateurs suprêmes. Thomas les entendait parfois la nuit, les doux pépiments que les lynx roux utilisaient pour communiquer avec leurs petits, le bruissement des mouvements dans le sous-bois alors qu'ils pratiquaient la furtivité, le hurlement occasionnel qui signalait un entraînement réussi ou une correction maternelle. Il se surprenait à marcher vers le site de la tanière plus souvent qu'il n'aurait dû, incapable de lâcher complètement son rôle de protecteur et d'observateur. La mère lynx roux tolérait sa présence, mais ne le cherchait plus. Elle le regardait d'approcher, le reconnaissait parfois d'un lent clignement de ses yeux ambrés, mais elle ne venait pas à lui et n'encourageait pas l'interaction comme elle l'avait fait pendant leur séjour dans la cabane. Son attention était entièrement tournée vers ses chatons maintenant, vers leur préparation à des vies qui n'auraient pas de place pour la connexion humaine ou la dépendance. Un soir de début mai, Thomas était assis sur un tronc tombé à environ 45 mètres du site de la tanière, observant la famille à travers des jumelles alors qu'il s'engageait dans ce qui semblait être une leçon de chasse. La mère leur avait apporté un tamia vivant, non blessé, mais assez étourdi pour être gérable, et permettait à ses chatons de pratiquer leurs compétences sur une proie en mouvement. C'était une leçon difficile à humaniser, mais c'était une éducation nécessaire pour de jeunes prédateurs qui auraient besoin de ces compétences pour survivre. Thomas observa chaque chaton tenter à tour de rôle d'attraper et de maîtriser le tamia, apprenant par l'échec et le succès, développant les réflexes et le timing qui ne pouvaient être enseignés par la seule démonstration. Tandis qu'il observait cette enseignine, Thomas sentit un mélange complexe d'émotions l'envahir. Fierté de voir à quel point les chatons se développaient bien. Gratitude pour le privilège d'assister à leur croissance. Tristesse à l'approche de la fin de ce chapitre extraordinaire de sa vie et quelque chose de plus profond qu'il avait du mal à nommer. C'était la reconnaissance que les choses sauvages étaient faites pour être sauvages, que le plus grand cadeau qu'il pouvait offrir à cette famille n'était pas une protection continue, mais plutôt la liberté de devenir pleinement ce qu'ils étaient destinés à être. La mère lynx roux lui avait fait confiance pour la survie de ses chatons pendant leur période la plus vulnérable, mais elle n'avait jamais eu l'intention que cette confiance devienne une dépendance permanente. Elle avait utilisé son aide comme les animaux sauvages utilisant toute ressource, de manière pragmatique et temporaire, et maintenant elle était prête à reprendre sa pleine indépendance. La réalisation était à la fois douloureuse et nécessaire. Thomas n'avait pas d'enfant, avait passé des années à canaliser des instincts paternels dans son travail sur la faune, et cette famille de lynx roux avait comblé un vide émotionnel dont il n'avait pas pleinement reconnu l'existence. Mais ce n'étaient pas des animaux de compagnie, pas des enfants de substitution, pas les siens à garder. C'étaient des animaux sauvages qui avaient brièvement croisé sa vie dans des circonstances extraordinaires, et la mesure de son succès en tant que protecteur temporaire serait la façon dont il prospérerait une fois qu'il n'aurait plus du tout besoin de lui. Alors que le printemps progressait vers l'été, la famille de lynx roux devint de plus en plus nocturne, de plus en plus indépendante, de plus en plus sauvage. Thomas passait des jours sans les voir, sachant qu'ils utilisaient toujours le site de la tanière,
mais ne saisissant que de rares aperçus de mouvement dans les ombres de la forêt. Les chatons avaient presque 6 mois maintenant, presque les 2 tiers de leur taille adulte, capables de survivre seuls si nécessaire, bien que bénéficiant toujours de l'instruction et de la protection de leur mère. Ils devenaient des fantômes, ce qui était exactement ce que des lynx roux en bonne santé étaient censés être. Puis, une nuit de début juin, Thomas fut réveillé par un son qu'il n'avait pas entendu depuis des mois, un grattement à la porte de sa cabane. Son cœur se serra tandis qu'il sortait du lit et marchait vers l'entrée, se demandant si quelque chose n'allait pas, si la famille avait encore besoin d'aide, si l'histoire se répétait d'une manière ou d'une autre. Il ouvrit la porte et trouva la mère lynx roux assise sur son porche, seule, illuminée par le clair de lune qui faisait scintiller son pelage d'argent, et ses yeux brillaient comme un feu capturé. Elle n'était pas blessée. Elle n'était pas en détresse. Elle était simplement assise là, le regardant avec cette même conscience intense dont il se souvenait du site du piège il y a près d'1 an. Thomas sortit sur le porche et s'assit sur les marches en bois, maintenant la distance respectueuse qu'elle semblait préférer. Ils restèrent assis ensemble en silence pendant peut-être 20 minutes, la forêt nocturne offrant une symphonie de sons autour d'eux, les étoiles tournoyant au-dessus dans leurs anciens motifs, le moment s'étirant en quelque chose qui semblait hors du temps normal. Thomas comprit ce que c'était. C'était un au revoir. La mère lynx roux était venue à sa porte une dernière fois, non parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle reconnaissait ce qui s'était passé entre eux. Elle exprimait de la seule manière qui lui était disponible sa gratitude pour son aide, son respect pour ses limites et la clôture de leur relation inhabituelle. Elle lui disait que ses chatons étaient prêts, qu'elle était prête, que le moment était venu pour ce chapitre de se terminer afin que le suivant puisse commencer. Il lui parla doucement, sa voix à peine un murmure dans l'air nocturne. Il lui dit qu'elle était une mère extraordinaire, que ses chatons prospéraient grâce à sa force et sa sagesse, qu'il n'oublierait jamais ce qu'elle lui avait appris sur la confiance et le courage et les frontières floues entre les espèces lorsque la survie exigeait la coopération. Il lui dit qu'il veillerait sur cette partie de la forêt, qu'il continuerait à surveiller les pièges illégaux, que sa famille serait toujours en sécurité sur cette terre, même si elle grandissait et se dispersait, et finissait par oublier l'humain qui avait été brièvement présent au début de leur vie. Le lynx roux écouta ces mots, la tête légèrement inclinée, ses oreilles pivotant pour capter chaque nuance de sa voix. Quand il eut fini de parler, elle se leva, s'étira comme les chats le font lorsqu'ils se préparent à partir, et marcha jusqu'au bord du porche. Là, elle fit une pause, le regarda une dernière fois, puis sauta silencieusement dans l'obscurité et disparut dans la forêt. Thomas resta assis sur les marches longtemps après son départ, digérant le poids de cet au revoir, reconnaissant le chagrin qui accompagnait la fin de cette connexion, même si c'était la chose juste et nécessaire à faire. L'été arriva avec la force d'une énergie refoulée, enfin libérée. La forêt explosa de vie. Chaque espèce rattrapait le temps perdu. Chaque niche disponible était remplie de créatures chassant, s'accouplant et élevant leurs petits dans l'abondance de la saison de croissance. Thomas continua son travail de surveillance de la faune, mais il ne marchait plus vers le site de la tanière. Il respectait maintenant l'intimité de la famille de lynx roux, faisait confiance à leur épanouissement, comprenait que sa présence n'était plus la bienvenue ni nécessaire. Il trouvait occasionnellement des traces près de sa cabane, entendait parfois des mouvements dans la forêt la nuit, mais il résistait à l'envie d'enquêter ou de tenter un contact. Ils étaient à nouveau sauvages, pleinement et complètement, et c'était exactement comme cela devait être. En juillet, il découvrit que la famille avait entièrement abandonné le site de la tanière. Les chatons avaient 7 mois, assez âgés pour apprendre à chasser seuls tout en maintenant un lien avec leur mère, et la famille était passée à un mode de vie plus nomade, typique des lynx roux pendant les mois d'été lorsque les proies sont abondantes et que les pressions territoriales se relâchent.
Thomas se sentit à la fois déçu et soulagé. Leur absence confirmait qu'ils étaient en bonne santé et suivaient des schémas comportementaux naturels, mais cela signifiait aussi la rupture finale de tout lien qu'ils ressentaient encore envers eux. La vie continua. Thomas reprit ses routines habituelles, ses enquêtes sur la faune et ses évaluations d'habitat, son existence tranquille dans la cabane qui avait brièvement abrité les résidents les plus inhabituels imaginables. Il pensait souvent à la famille de Lynx Rue, se demandait où ils étaient, comment les chatons se développaient, si la mère s'était à nouveau accouplée et produirait une autre portée le printemps suivant. Il gardait la photographie du site du piège sur son bureau, mais maintenant, lorsqu'il la regardait, il ne ressentait plus de culpabilité ou de regret. Au lieu de cela, il ressentait quelque chose comme la paix, la certitude d'avoir été présent au moment précis pour faire une différence dans la vie de cet animal et de sa progéniture. L'automne arriva avec son familier festival de couleurs et son rappel que l'hiver reviendrait. Thomas prépara sa cabane pour le froid à venir, stockant des provisions, coupant du bois de chauffage, sécurisant son équipement. Il vérifiait son inventaire dans le hangar par un après-midi frais d'octobre lorsqu'il entendit un son qui le figea sur place, la douce vocalisation gazouillante que les lynx roux utilisent pour une communication amicale. Il se retourna lentement et vit 3 jeunes lynx roux assis au bord de la clairière près de sa cabane, le regardant avec des yeux dorés qui contenaient un mélange de curiosité et de méfiance. Les chatons, sauf qu'ils n'étaient plus des chatons. Ils étaient presque adultes maintenant, élégants et puissants, leur corps montrant le développement musculaire de prédateurs réussis, leur allure confiante et forte. Ils ne s'approchèrent pas, ne cherchèrent pas l'interaction, mais ils restèrent assis là pendant plusieurs minutes, comme s'ils voulaient qu'ils les voient, qu'ils sachent qu'ils avaient survécu, qu'ils comprennent que la décision qu'ils et leur mère avaient prise ensemble avait réussi au-delà de toute attente raisonnable. Thomas sentit des larmes couler sur son visage en les regardant, submergé par une émotion qu'il n'essaya pas de contenir. Ces 3 magnifiques créatures existaient en partie parce qu'il avait fait les bons choix à des moments critiques, parce qu'il avait aidé quand l'aide était nécessaire et lâché prise quand l'indépendance l'était, parce qu'il avait compris que parfois l'amour signifie lâcher ce que l'on veut le plus retenir. Les jeunes lynx roux se levèrent finalement et disparurent dans la forêt, et Thomas ne les revit plus jamais. Mais il savait qu'ils étaient là, revendiquant des territoires, chassant avec succès, se préparant à leurs propres accouplements et familles. La mère lynx roux resta un fantôme, présente par des traces et des aperçus lointains occasionnels, mais ne s'approchant plus jamais de sa cabane. Leur relation était née d'une crise et maintenue par un besoin mutuel. Et quand ce besoin prit fin, la relation aussi. Ce n'était pas cruel ou ingrat. C'était simplement l'ordre naturel des choses, la façon dont les animaux sauvages interagissent avec des ressources temporaires avant de retrouver leur indépendance essentielle. Cet hiver-là, Thomas s'assit près de son feu de nombreuses nuits froides et pensa à ce que la famille de lynx roux lui avait appris, sur la confiance entre espèces qui aurait dû être impossible, sur l'amour maternel si puissant qu'il pouvait pousser un animal à parcourir des distances impossibles à travers des tempêtes mortelles, sur la flexibilité des créatures sauvages lorsque la survie exigeait l'adaptation, sur l'importance d'aider sans contrôler, de protéger sans posséder, d'aimer suffisamment pour lâcher prise complètement quand le moment était venu. Il pensa à sa propre vie, à ses propres pertes, à sa propre tendance à garder le chagrin et le regret près de lui plutôt que de les laisser au passé où ils appartenaient. Sa femme était partie depuis des années, mais il avait gardé son souvenir si étroitement enveloppé autour de son cœur qu'il avait oublié comment imaginer un avenir au-delà de son existence solitaire. La mère lynx roux, en choisissant de lui faire confiance, en lui permettant d'aider à sauver sa famille, en démontrant que des liens pouvaient se former par-delà des fossés infranchissables et ensuite se rompre naturellement lorsque les circonstances changeaient,
lui avait appris quelque chose de profond sur la résilience et le renouveau. Alors que l'anniversaire de ce blizzard approchait en février, exactement 1 an après l'arrivée de la mère Lynx Roux à sa porte avec ses 4 chatons gelés, Thomas prit une décision. Il prit la photographie de son bureau, celle qu'il avait gardée comme un rappel d'échec et de culpabilité, et il la plaça dans un cadre à côté d'une photo plus récente qu'il avait réussi à prendre l'automne précédent. La deuxième photo montrait 3 jeunes lynx roux assis au bord de sa clairière, forts, sains et sauvages, regardant vers l'appareil avec des yeux qui contenaient l'intelligence et le courage de leur mère. Ensemble, les 2 images racontaient l'histoire complète, pas une histoire d'échec et de rédemption, mais une histoire de connexion et de libération, d'intervention et d'indépendance, des façons complexes et belles dont différentes espèces pouvaient brièvement toucher la vie de l'autre, puis se séparer sans regret. Thomas accrocha les photos encadrées au mur de sa cabane où il les verrait tous les jours. Un rappel que les actes d'amour les plus profonds étaient souvent ceux qui ne demandaient rien en retour, qui n'attendaient aucune permanence, qui mesuraient le succès non pas à ce qui restait, mais à ce qui était assez fort pour partir. La mère Lynx Roux avait sauvé ses chatons par un effort impossible et une confiance désespérée. Thomas l'avait aidé à réussir et avait ensuite donné à sa famille la liberté de redevenir entièrement sauvage. Et au final, cette transaction, brève, extraordinaire et complète, était peut-être la forme la plus pure de coopération interespèces que la nature puisse produire. Un moment de crise rapprochant 2 créatures très différentes, suivi de la sagesse de reconnaître quand ce moment était passé et de la grâce de le laisser se terminer sans en diminuer le sens. Le printemps revint, comme le printemps le fait toujours, apportant sa promesse de renouveau et de continuation. Thomas reprit son travail dans la forêt, surveillant la faune, vérifiant les pièges illégaux, protégeant les espaces sauvages qui abritaient d'innombrables créatures menant des vies de beauté, de brutalité et de survie. Il voyait parfois des traces de lynx roux, entendait parfois leur vocalisation nocturne résonner à travers les arbres, mais il n'eut plus jamais de contact direct avec la famille qui l'avait aidé. Et c'était exactement juste. Ils étaient là, prospérant à leur manière sauvage, perpétuant l'héritage génétique qu'il avait brièvement aidé à préserver. Ils avaient pris ce dont ils avaient besoin de lui et étaient passés à autre chose, ce qui était le plus grand compliment qu'un animal sauvage puisse faire à un humain. En lui faisant confiance, en l'utilisant, en réussissant et en partant, ils l'avaient honoré d'une manière que la domestication n'aurait jamais pu. Et Thomas, comprenant cela au plus profond de lui maintenant, était satisfait de savoir que l'amour ressemblait parfois à une porte ouverte, et au courage de regarder ce qui vous tient à cœur, la traverser vers un avenir dont vous ne ferez jamais partie, sachant que vous avez donné tout le nécessaire pour rendre cet avenir possible.